Il est assez commun d'entendre que la plupart des conflits dans les couples sont dus à l'éducation des enfants, à la vie intime et à l'argent. Et oui. Pour en discuter aujourd'hui, notre chroniqueur et co-animateur de cette émission, James Langlois, est avec nous. Salut, James. Bonjour, Simon. C'est quand même un l'amour pour plusieurs couples, les questions d'argent. Est-ce que c'est une fatalité? Amour et argent font-ils bon ménage? Ben, c'est drôle, tu dis c'est un tue l'amour, puis en même temps, on sait combien de couples restent ensemble parce que ça fait leur affaire financièrement aussi. Mais c'est vrai que d'autre part, il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de des questions d'argent. Donc, est-ce que ça fait bon ménage? Ben, ça dépend. C'est quoi notre vision de l'amour, puis quelle place on prend pour l'argent dans notre vie, en fait. Toi, Brigitte Bédard, je suis curieux. Est-ce que l'argent est cause de conflits dans ton couple? Pas du tout. Moi, j'ai tout donné ça à mon mari. Arrange-toi avec ça. Pas sûr que ça va plaire à tout le monde, cette réponse-là. Ça plaira pas aux féministes, en tout cas. Toi, Brice, t'es pas en couple, mais t'es en communauté quand même. Est-ce que les questions d'argent peuvent être source de conflit en communauté? Ça peut, mais on a chacun notre gestion propre. Nous, on n'est pas des religieux comme tels, donc on a chacun notre gestion personnelle. Mais, et dans la paroisse? Ah, dans la paroisse, ben là, j'ai un conseil qui m'aide à tout ça, donc je suis pas tout seul à décider. Moi, je suis content que le père Brice soit là parce que l'idée de cette chronique-là m'est venue lorsque j'ai vu la publication du livre du comptable Pierre-Yves McSween, La facture amoureuse, dans lequel il traite de il dit que c'est un tabou un peu au Québec, l'argent, surtout l'argent dans les couples, d'en parler. Il dit que ça a des conséquences, peu importe les choix qu'on fait fiscaux dans notre vie amoureuse, va avoir des répercussions. Et moi, je suis content, comme je le disais, que le père Brice soit là parce que c'est un des rares curés de paroisse que j'ai vu aborder de front la question à l'Église à la fin, à inviter les gens, bref, aux dons de comment ils peuvent le faire. Donc, je pense que... Es-tu d'accord qu'il y a un certain tabou sur les questions d'argent au Québec? Mais moins au Québec qu'ailleurs. Ah oui? Ah oui. En France, on n'en parle absolument pas. Mais au Québec, on a eu une tradition de dons dans l'Église catholique. On a construit nos églises, donc on a appris à donner. Ici, on a une culture du don qui est plus forte, peut-être moins qu'aux États-Unis, mais c'est présent. C'est juste à un petit peu réactiver et stimuler. Non. Je trouve qu'au Québec, il y a une plus grande facilité. Nos donateurs aiment des fois dire qu'ils sont donateurs. Il n'y a pas moins de tabou que faudrait cacher le don qu'on a fait. Non, je trouve qu'il y a une liberté plus grande. OK. James, je me pose la question, est-ce qu'il faut absolument tout mettre en commun pour que ça marche dans un couple ou rien mettre en commun? Au contraire, j'imagine que c'est plus l'idée de McSween dans le livre dont tu parles. Qui écouter le conseiller financier qui voit tant de gens se séparer, nos parents, nos amis, bref, pour ou contre les comptes conjoints, James? Beaucoup de questions. Lui, juste pour revenir là, à Pierre-Yves McSween, lui, il n'est pas le fait de... Il dit pas aux gens quoi faire ou quoi penser. Lui, il dit juste, voici un outil pour vous aider à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Donc, il ne dit pas aux gens, mariez-vous pas avec des gens endettés. Mais il dit, c'est quand même étonnant que... Mais pensez-y quand même avant. Non, mais c'est quand même étonnant que, tu sais, quand on les premières rencontres entre les amoureux, on va chercher à se révéler des choses sur notre vie passée. Mais quand est-ce qu'on demande à l'autre, as-tu des dettes? Tu sais, il dit, c'est sûr que quand on se marie jeune, tout ça, tu sais, on n'a pas beaucoup d'actifs de possession en général. Ça change pas grand-chose. Mais si tu te maries à 30, 40, 50 ans, là, puis tu as des actifs, puis l'autre, quelles conséquences ça va avoir à long terme là-dessus? Bon, ça, c'est un peu C'est très froid comme approche, non? C'est très froid, mais lui, il se défend en disant, écoutez, c'est sûr que mon angle est financier, moi, je suis comptable. Donc, mais moi... En le lisant, ça me fait sourciller parce que je me dis, attention, il y a quand même un risque, puis c'est ce qu'on voit, je l'écoute à tout le monde en parle aussi, il y avait beaucoup cette vision un peu... je vais prendre un exemple concret. Quand il parle du mariage, il dit, le mariage, c'est un acte de séparation, c'est un geste légal, financier, fiscal et économique, c'est tout. Il dit, le mariage, en fait, c'est un contrat de légal de séparation à la base. Donc, c'est vrai que quand on réfléchit à ça... Belle perspective. Oui, c'est ça, mais quand on se marie à l'Église ou civilement, ça ne change rien. On signe un contrat et ce contrat-là implique qu'est-ce qui va se passer si les biens doivent être séparés. Dans le fond, c'est ça qu'on signe. Sauf que, James, si on se marie devant Dieu, j'imagine que c'est un autre sens. Bon, voilà. Moi, c'est là où je vais en venir. Toute l'approche, on peut rentrer dans le mariage en se disant, OK, faut faire attention à ça, faut pas prendre de risques parce que ça peut avoir des conséquences. Qu'est-ce qui arrive si je vais me séparer? Donc, je suis mieux de faire ces choix-là. Je suis mieux de pas avoir... je vais revenir au compte conjoint, mais...
moi, je me dis, si on rentre déjà avec cette logique-là dans le mariage, surtout dans le mariage chrétien où on a comme vision l'indissolubilité, de rester ensemble jusqu'à la vie, à la mort, de faire un seul corps et une seule chair, eh bien, on se laisse la porte ouverte pour, à un moment donné, se reprendre. On ne se donne pas totalement si on se garde une arrière-pensée de « Ah, ben quand je vais me séparer, si je me sépare, peut-être que je vais avoir un coussin de prêt ou quoi que ce soit en cas de risque. » là. Donc, moi, je pense que vaut mieux... All-in. Vaut mieux prendre des risques, puis ne pas penser à cette option-là, de rentrer dans le mariage en se disant qu'un jour, ça va finir. Mais est-ce qu'il fait la différence entre la situation des femmes et des hommes? Parce que le mariage protège les femmes. On serait porté à croire que c'est à leur détriment, mais en fait, ça les protège. Est-ce qu'il fait la différence entre les deux? C'est une bonne question. Moi, ce que j'ai compris, c'est que justement, le cas des femmes, il revient souvent parce qu'il donne beaucoup d'exemples où, justement, c'est les femmes qui payent dans les séparations, souvent à cause de toutes sortes de lois aussi. C'est drôle, moi j'aurais pensé l'inverse. On a toujours l'image du père qui doit donner une grosse pension alimentaire. Oui, bien ça arrive. Mais je vais prendre un exemple concret. Ça, il en a parlé, tout le monde en parle. Par exemple, une femme qui est monoparentale, qui est avec son fils, lui, il dit que le Québec, c'est le paradis fiscal des familles à cause des allocations familiales. Hein. C'est un deuxième salaire, c'est des allocations familiales, au fond. Donc, lui, il dit, si la femme a un nouveau conjoint, puis qu'elle décide d'emménager avec lui, bien là, son salaire à lui, même si elle n'est pas mariée, son salaire à lui va rentrer en ligne de compte et donc, elle va perdre sans doute ses allocations familiales. C'est un exemple, entre autres, là, qui ressort du livre, mais voilà. Mais j'aimerais pousser plus loin la question de Brigitte, mais dans l'autre sens, si on met tout en commun, est-ce que ça n'enlève pas une certaine liberté et peut-être justement aux femmes plus qu'aux hommes? Bien, c'est quoi cette idée de la liberté? Moi, il y a derrière tout ça, il y a un concept qui revient souvent dans cette pensée-là, c'est l'idée d'abord de la santé financière, puis l'idée de l'indépendance financière. Comme si, c'est vrai que, je veux dire, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de couples, même catholiques, qui se séparent, qui se divorcent. Puis si on se dit la femme, si c'est l'homme qui subvient aux besoins de la famille, puis la femme ne travaille pas, etc., bien, c'est quoi, qu'est-ce qui va lui rester s'il y a une séparation? À part peut-être, justement, comme on dit, les frais de garde, là, ensuite, que le père paie. Mais donc, on peut pas rentrer dans le mariage justement avec cette optique que faut essayer de faire le plus possible, là, puis d'éviter... Un seul cœur, une seule âme, à moins que ton idée du mariage, c'est un contrat. Tu sais, c'est ça aussi. On est dans une société qui exclut Dieu. Mm-hmm. Alors, dès le moment où Dieu n'est plus là, ça demeure strictement un contrat. Le mariage. Ben, c'est ça. Pour revenir à l'indépendance financière, ça, la santé financière, c'est comme si chaque personne devait s'autosuffire soi-même, autant financièrement que humainement. Puis donc, toujours avoir sa petite vie prête dans une valise au cas où. Puis, il faut que tout soit prêt d'avance, tout soit sécurisé. Il faut que tout soit... pensant dans une gestion des risques, rien n'arrive que je n'ai pas prévu. Et ça met beaucoup de pression sur les personnes et ça enlève justement la possibilité à ce que les gens autour de soi nous aident. Là. Bon, on sait que dans la société d'aujourd'hui, c'est pas toujours facile, qu'il y a des gens qui sont seuls, malheureusement. Mais voilà, c'est... Père Briche, je suis curieux, est-ce qu'on parle d'argent dans les préparations au mariage? Oui, on en parle. En fait, c'est essentiel. Moi, je constate aussi que c'est un sujet qui peut être très délicat. Puis c'est un sujet, en fait, qui encourage à grandir en liberté, en fait. Moi, je dirais, il n'y a pas une méthode, est-ce qu'il faut à tout prix un compte conjoint ou pas? Enfin, il n'y a pas une seule solution, mais c'est toujours une discussion qu'on doit avoir. Parce qu'on a tous besoin de grandir en liberté avec l'argent, et spécialement dans le couple, sur les dépenses qu'on fait, celles qu'on ne fait pas, qu'on voudrait faire, les projets qu'on a. En fait, l'argent est un moyen, et donc c'est aussi un moyen de permettre au couple de grandir dans son projet de vie, dans sa communion, et quel que soit l'outil, la méthode qu'on va utiliser pour que ça soit le mieux géré. Mm-hmm. Je pousserais ma curiosité encore plus loin, si tu le permets, sans révéler de secret. Est-ce que c'est un enjeu dans les confessions de gens mariés? Est-ce que c'est quelque chose qui revient? Non, intéressant. Non, franchement, entre nous, j'en entends jamais parler des questions d'argent. Quasiment jamais. Personne pêche avec l'argent dans les couples. Apparemment pas. OK. Mais apparemment pas. Avant de l'oublier, je veux revenir sur l'histoire des comptes conjoints. D'ailleurs, Pierre-Yves McSween lui dit un compte conjoint, là, du point de vue strictement financier, ça donne absolument rien.
Parce que si vous mettez de l'argent dans un compte, tout le monde, OK, on fait juste déposer son chèque, on paye les affaires à partir d'un compte conjoint. Puis s'il y a un des deux qui meurt, le compte est gelé, puis après ton argent, tu n'y as plus accès. Donc, c'est vrai, d'un point de vue, il est très pragmatique financièrement. Sauf qu'il y a peut-être d'autres points de vue, d'autres raisons que des raisons financières pour qu'on choisisse ça. Il n'est pas gelé à jamais. Non, pas à jamais, mais quand même, si tu meurs, puis il y a, je sais pas, peut-être un an, le temps que les trucs funéraires se règlent, je sais pas, là, mais bon, il reste que ça gèle un bout de temps, en tout cas. Mais tout ça pour dire que moi, je pense, par contre, que si, justement, on s'engage, on se marie à faire un seul corps, une seule chair, eh bien, le compte conjoint devient comme un signe, justement, qu'on met les choses en commun et pas chacun garde son petit compte séparé dans son coin, puis justement, son argent. Puis là, ça rouvre, je dis pas que c'est absolu, mais ça rouvre des portes à amener des vies parallèles à un moment donné ou l'autre. Puis qui sait que c'est quand on commence dans les petites choses à pas se mettre en commun, bien, que petit à petit, ça peut grandir puis devenir dans des grandes choses qu'on ne met plus en commun. Puis un jour ou l'autre, ça va finir par éclater. L'infidélité embarque, puis là, mais l'autre a son compte conjoint, il peut mener une vie parallèle, il n'y a pas de problème. À l'inverse, quand le compte son compte personnel. Ouais, c'est ça. J'allais dire, James, quand à l'inverse, j'imagine le compte est commun, ça défait le tabou. Ça nous oblige à vivre dans la transparence par rapport à nos achats. Absolument. Puis en parler, puis justement discuter de ça en couple. Là, OK, c'est quoi nos priorités d'achat? Est-ce qu'on peut... s'il y en a un qui tient la bourse très serrée, puis l'autre qui dépense à tout vent, tu sais, non, mais c'est des... Ça m'intéresse. Toi, t'es lequel des styles dans ton couple? Ben, c'est drôle. Je suis un peu des deux. Ça dépend pourquoi. OK. Quand c'est des choses que t'aimes, t'es dépensier. T'as tout à fait compris. Oui, comme moi. C'est ça. Je suis comme ça aussi. Une autre question que j'aimerais qu'on aborde là, brièvement, il nous reste 3 minutes. Les enfants dans tout ça, faut-tu donner des allocations aux enfants? Faut-tu les payer pour faire le ménage? C'est quoi votre rapport à l'argent avec les enfants? Bon, toi, je sais qu'ils sont plutôt jeunes, là, mais Brigitte, toi, t'en as eu de Brigitte, tous les on âges. sait qu'ils payent pour faire lire des bandes dessinées. Tu veux savoir si non, je paye aucune allocation à mes enfants et je ne paye pas non plus pour faire du ménage. Pour moi, ça fait partie de la vie en famille, de nettoyer. Tout le monde a ses tâches. Chez nous, il y a un tableau, puis les tâches changent à chaque mois. Est-ce qu'il faut pas... Il y en a qui vont dire qu'il faut donner de l'argent de poche pour les habituer jeunes à gérer un budget, à avoir la valeur s'ils veulent de l'argent, ils doivent travailler pour l'avoir. Donc, ils vont faire des travaux qui, pour moi, méritent rémunération, genre pelleter la neige. Tu aurais payé quelqu'un pour le faire probablement de toute façon. Oui, voilà, ou tondre la pelouse, ou des choses qui méritent rémunération, ou ils reçoivent souvent de l'argent de poche en cadeau aux anniversaires, tout ça. Donc, je peux prêter de l'argent, mais ils doivent me rembourser. Alors, pour moi, je trouve que c'est une belle éducation parce que ça leur apprend à gérer leur argent et ils gèrent très bien leur argent, les enfants. Je suis surprise. James? Avant de terminer, je veux insister sur un point. Pierre-Yves McSween, lui, il dit que la santé financière d'un couple peut l'emmener à un autre niveau de maturité. Il dit que le bonheur dans un couple va venir avec deux variables, c'est-à-dire la satisfaction émotive et qu'on en retire de la relation à l'autre et la satisfaction financière qu'on a dans le couple. Donc, si sur un tableau, un cadran, les deux sont bons, ben le couple devrait être heureux. Moi, je dis, et si le couple ne servait pas à ça, et si l'autre ne servait pas à nous satisfaire? D'abord, moi, je propose que ce soit ni l'un ni l'autre, en fait, ni la satisfaction émotive, ni la satisfaction financière, puis qu'en fait, l'autre soit plutôt là pour nous aider à développer une vie désintéressée de soi, à devenir une meilleure version de nous-mêmes, puis à nous apprendre à nous désintéresser de soi-même. Donc, on sort un peu de cette logique d'égoïsme. De consommation. C'est comme de la consommation. Je te donne ça, tu me donnes ça. Le couple n'est pas un lieu de calcul coût-bénéfice. Alors, James, en conclusion, est-ce que tu recommandes la lecture de ce livre? Bien, je pense que pour les gens qui se posent des questions d'un point de vue financier, fiscal, c'est très intéressant. Il apprend toutes sortes de choses et je pense que c'est la raison pour laquelle son livre est très populaire, mais il faut aussi avoir une vision, aussi compléter ça avec une vision beaucoup plus transcendante de l'amour humain. Dans ce livre-là, l'amour est dépeint d'une version un peu mielleuse. C'est l'amour, bref, c'est l'amour romantique, émotif. On ne parle pas de l'amour comme un don total de soi, là. Fort intéressant. James Langlois, rédacteur en chef adjoint pour le Vermédia et co-animateur On n'est pas du monde. Tu nous parlais d'argent et d'amour, entre autres à partir d'un ouvrage qui vient de paraître chez Guy Saint-Jean, éditeur, La facture amoureuse de Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine Jeté. Merci beaucoup, James. Merci.